Bonjour à tous et bienvenue sur Overtime, 35e épisode de la saison. En ce lundi 9 mai, Jonathan Filion avec vous pour cette émission, accompagné de Jean-Philippe Pressel-Wenger. Salut Jean-Philippe. Salut Jonathan, bonjour à tous. Bon Jean-Philippe, ça fait une semaine que tu t'es remis de tes émotions parce que toi tu vivais cette finale sur la patinoire, tu étais le reporter sur place, tu as fait d'ailleurs de magnifiques interviews remplies d'émotions lors du titre de Zug. Là, la saison s'est terminée depuis une semaine, mais on a quand même décidé à Overtime de faire quelques épisodes un peu spéciaux pour terminer l'année. Oui, effectivement, on va parler de Fribourg-Gotteron aujourd'hui, du Lausanne HC demain, et puis de Bienne après-demain, chaque fois avec des gens différents. Et puis effectivement, oui, pour répondre à ta question, je me suis bien remis. C'était beaucoup d'émotions de nouveau avec beaucoup de public. C'était une grosse intensité sur la glace et dans les gradins. Et puis c'était vraiment très intéressant à couvrir. On a la chance avec nous aujourd'hui pour parler de Fribourg-Gotteron, d'avoir le directeur sportif et coach principal des Dragons avec nous, c'est Christian Dubé. Salut Christian, comment est-ce que ça va? J'imagine. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir avec vous pour cette émission. Ça va bien? J'ai pu me remettre tranquillement de mes émotions, me reposer un petit peu et puis bien sûr j'ai suivi la finale avec une grande attention parce que je crois vraiment que c'est les deux meilleures équipes de hockey en Suisse qui s'affrontaient puis on a eu le droit à tout un spectacle. Bon, Christian, justement au niveau de l'intensité, comment tu as évalué cette finale? Pas seulement le match 7, mais la totalité de la série. Non, ça jouait bien au hockey, ça patinait. C'était vraiment, comme je l'ai dit, les deux plus belles équipes sont là pour une raison. De A à Z, je pense que c'est une équipe qui sont bien structurées, bien montées. Le danger vient de partout. Donc, ça montre que pour les équipes qui les affrontent, c'est compliqué, comme pour nous en demi-finale. Donc, voilà. Chapeau à eux. Puis encore là, on a eu droit à toute une finale et puis à de nombreux rebondissements. je veux quand même là, prendre quelques secondes, messieurs, pour inviter les gens qui nous suivent, qui nous regardent, à poser des questions à Christian Dubé dans le chat tout au long de l'émission. On va tenter là, de lui en poser le maximum dans cette prochaine demi-heure. On va commencer pour Fribourg-Gotteron. La saison s'est terminée le 14 avril au Hallenstadion. Si tu devais faire un petit round-up de cette saison, après on passera les choses un petit peu en détail, mais maintenant le sentiment sur cette saison 21-22. Comme je l'ai dit après la saison, beaucoup de fierté parce que je pense qu'on a accompli de grandes choses durant la saison. C'est sûr qu'on a été déçus à la fin de se faire éliminer en 4 matchs. C'est assez cruel quand on perd 3 sur 4 en prolongation, mais voilà, Zurich était meilleur que nous dans différentes situations, et puis il faut leur donner crédit, mais je pense que notre équipe, grande fierté, les gars sont battus vraiment jusqu'à la fin. Donc, on demandait aux gars qu'il y ait une réaction, et puis je pense qu'on l'a montré cette saison, on l'a montré en play-off. Tout le monde nous attendait en play-off avec notre élimination précoce. Je pense qu'on n'a pas aimé la manière qu'on s'est fait éliminer contre Genève. Donc, je pense qu'on a montré une belle réaction et puis une belle solidarité. Ça a été quand même une excellente série contre Lausanne. Ça a été très serré, ça aurait pu tourner des deux côtés. Mais heureusement pour nous, on était capable de trouver pas la clé, mais différentes choses qui ont pu faire la différence et nous permettre de gagner. Si on rembobine cette saison 21-22, elle a commencé assez tôt pour vous avec la Champions Hockey League. Quel rôle a joué cette compétition? Est-ce que ça a aidé? Est-ce que ça a coûté quelque chose à l'équipe? Comment tu as vécu ces pérégrinations européennes? Non, je pense que pour nous, c'est une belle expérience parce que tu joues déjà des matchs très importants avant que la saison commence. Donc, tu es déjà dans un rythme de saison régulière, tu as des objectifs, tu veux aller plus loin. Aussi, en tant que groupe, tu vas sur la route, tu vis des choses ensemble, tu restes à l'hôtel, donc tu as des soupers, les gars ensemble. Je pense que c'est très important. Puis, tu formes vraiment, tu te formes une famille, un groupe, et puis tu te tisses des liens serrés avec les gars. Puis, je pense que dans notre cas, nous, ça nous a aidés.
Je vais, Puis si on... Jean-Philippe, Ah, je vais vas-y, aller vas-y, Jonathan. directement dans le chat parce qu'on a une question intéressante. Tu parlais bon, du début de la saison, Jean-Philippe. Christian, dès le début de la saison, Fribourg-Gotteron a annoncé la signature de Christophe Bertschy, une signature à long terme de plusieurs saisons. C'était évidemment un joueur fort probablement très courtisé à travers la National League. Mais il y a Marc qui demande dans le chat, n'est-ce pas dangereux pour Fribourg de signer des gros contrats sur de longues durées? Cela peut être avantageux sur les premières saisons des contrats, mais est-ce que c'est risqué pour la fin des contrats? Comment toi tu analyses ce genre d'entente à long terme? Ben, je pense qu'en Suisse, on n'est pas habitué à ces longs deals-là. Je pense que tu en vois de plus en plus, mais en Amérique, corrigez-moi si j'ai tort, c'est assez coutume de signer des gars à long terme. Pourquoi? Déjà, Christophe Bertschy, c'est un gars qui a 27 ans, il est dans le meilleur avenir. C'est un gars qui patine d'une manière très fluide, très facile. C'est un gars qui est en forme physique incroyable. Donc, je pense que le risque là-dessus, c'est sûr que je dois faire mon job. Mais je crois que le risque était vraiment minime. Tu as tout le temps des risques. Ça peut arriver que dans 4 5 ans, il tombe blessé, mais je veux dire, c'est le risque du métier. Je pense que pour nous, d'avoir un gars comme Christophe, un Fribourgeois, une figure emblématique à en devenir ici à Fribourg, je pense que c'est important. Puis je pense que c'est un des meilleurs joueurs en Suisse. Ça ne court pas les rues. Je peux vous garantir qu'il y a plusieurs équipes qui lui auraient donné la même longueur de contrat. À un moment donné, tu dois prendre une chance et puis je pense pour nous, ça en valait la peine et puis on est très content qu'il ait signé chez nous. Voilà, ça c'était en tout cas pour les longs contrats. Bonne question en tout cas sur le chat. Pour cette CHL cette année, on doit s'attendre à quoi? Est-ce que là, les liens, ils sont déjà tissés? Donc l'objectif, il va y avoir un objectif de performance pour aller le plus loin possible, encore plus loin? Ben, comme toujours, on ne sait pas le groupe, donc on ne sait pas contre qui on va tomber. Donc, t'es toujours, ça peut être compliqué. Hein? Si je suis contre les tops équipes, contre Frölunda, contre les top équipes de Finlande aussi, on voit depuis quelques années, la tendance est très nordique hein, dans cette compétition-là. Donc, mais pour nous encore, c'est magnifique. J'adore jouer ces matchs-là, et puis ça nous met dans le bain dès le début. Donc, on a une belle équipe, on va aller le plus loin possible, mais voyons déjà contre qui on va tomber. Pour le coach, Antoine, est-ce que c'est difficile à préparer ton équipe pour des matchs comme ça, contre des formations que vous voyez pratiquement jamais, là? Oui, vous regardez de la vidéo, mais c'est une autre ligue, un autre style de jeu parfois, des équipes qu'on ne connaît pas trop? Oui, mais c'est ce qui est la beauté de la chose. Tu joues contre un Bratislava un soir, tu joues contre Trinec le lendemain, tu joues contre Lexan 3 jours plus tard. Donc, c'est la beauté de la chose. Les gars doivent être capables de s'ajuster rapidement et puis c'est une expérience. Donc, c'est comme ici, on joue. C'est sûr qu'on connaît plus les équipes ici, là, mais je pense que moi, j'adore ça. J'adore pouvoir me préparer des fois avec le moins de temps possible, puis faire des petits ajustements, parce qu'on doit le faire dans les matchs des fois aussi. Donc, je vois ça comme un avantage pour la saison. Ouais, en début de saison passée, après cette CHL, enfin en même temps à peu près, début de saison un petit peu avec deux visages, les 6 premiers matchs où vous vous inclinez à 4 reprises, et puis ensuite il y a cette série de 10 victoires qui reste un record. Comment ça a été, comment il a fallu gérer ces moments-là où on arrive dans la saison, tout se passe pas comme on veut, puis ensuite on enchaîne une série incroyable? Ben, je pense qu'après les 4 défaites de suite, les choses ont été adressées dans le vestiaire. Hein. Je pense qu'on l'avait dit. On n'était pas content. Donc, je pense qu'on s'est parlé entre quatre yeux. Puis, par la suite, ben, c'est peut-être une coïncidence, mais on a eu ces victoires-là à la suite. Et puis, mais je pense que les gars sont vraiment mis à travailler ensemble, mis la main à la pâte. Et puis, on a eu tous les résultats. Euh, puis, par la suite, on n'a plus vraiment lâché. Et puis, on a montré quand même une très belle constance. On a vu ensuite hein, qu'un groupe était vraiment né. Il y a eu quelque chose, il y a eu une constance, il y a eu une performance, une constance dans la performance, pas toujours avec les résultats au bout, hein, puisque vous avez été longtemps premier de cette National League. Comment tu l'expliques que cette constance arrive cette saison-là? Ben, je pense que c'est dû au fait déjà qu'on avait perdu contre Genève l'année passée en quart de finale d'une manière qu'on n'aimait pas. Les choses ont été adressées après la saison. Je pense que les gars avaient ça en arrière de la tête déjà durant l'été, puis quand on a commencé au camp d'entraînement. Donc, je pense que c'est dû à tout ce mix de choses-là que, écoutez, il fallait qu'on performe cette saison. On ne pouvait pas, avec l'équipe qu'on avait, avec l'équipe qu'on a sur pied, se permettre
de pas avoir un bon début ou pas performer. Donc, déjà, avant les résultats, c'est comment les gars sont sur la glace, le travail quotidien. Je pense que j'ai senti l'équipe très, très impliquée dès le début. La part de Raphaël Diaz a été énorme aussi dans le vestiaire. On minimise ça, on parle de joueurs sur glace, mais dans le vestiaire aussi, c'est un leader, ça nous a fait énormément de bien. Et puis, non, les gars, écoute, j'ai eu des discussions très sérieuses l'année passée en fin de saison, puis on m'a dit oui, oui, on a appris, on va apprendre, et puis, mais ça a été le cas. Donc, c'était une belle réaction de l'équipe, et puis maintenant, ben, c'est sûr qu'on en veut toujours plus. Hein? Mais vous l'avez quand même bâti sur plusieurs années, cette équipe-là, parce que le noyau, oui, il y a des éléments qui s'y greffent, mais le noyau reste sensiblement le même. Est-ce que Fribourg-Gotteron a eu les performances qu'on pouvait s'attendre de Fribourg-Gotteron? Est-ce qu'il était rendu à maturité? Est-ce que c'est un Fribourg-Gotteron à maturité qui a réussi à faire ces performances-là? Ben, je pense que tu apprends de saison en saison avec les échecs, avec les succès. Tu apprends toujours plus dans la défaite que dans la victoire. Hein. Donc, ça fait quelques saisons de suite quand j'ai repris l'équipe il y a 2 ans, on était dernier. On a dû se battre jusqu'à la fin, cravacher pour faire les playoffs, qu'on n'a pas pu jouer malheureusement. L'année passée, super saison, très, pas bon en playoffs. Donc, on a appris de ça. Et puis, oui, comme vous dites, on a une équipe mature. On a des joueurs, beaucoup de joueurs de 30 ans et plus. Et puis, ben voilà, c'est cette expérience-là, tu ne peux pas l'acheter. Ça s'acquiert d'année en année. Et puis, j'espère qu'on va avoir une équipe encore plus mature la saison prochaine pour pouvoir gérer les moments clés qu'on n'a pas réussi à gérer en demi-finale. Il y a toujours un équilibre, hein, Christian, entre l'équipe qui a de l'expérience et l'équipe qui doit montrer de la vitesse, parce que la vitesse, elle est très importante dans cette ligue. Cette balance, à quel moment tu penses qu'elle va être idéale pour Fribourg? Ben, si je regarde à chaque année, tu essaies d'améliorer l'équipe. Je pense qu'on a une équipe, on dit vieillissante, mais tu regardes mes gars qui sont vieillissants. Un David Dernay qui a eu sa meilleure saison la saison passée. Gunderson qui est un des défenseurs les plus stables de la Ligue. Raphaël Diaz qu'on connaît. Donc, après, on apporte un Marcus Sorensen qui est un patineur incroyable. Jacob Delarose qui est un gars de 25-26 ans. Vigneault en bas de 30 ans aussi, très stable. Christophe Berchi, patineur naturel incroyable. Donc, je pense que là-dessus, on ne perd pas, on gagne même en vitesse. Donc, je ne suis pas très inquiet là-dessus. Si on regarde maintenant, si on reprend le fil qu'on déroule depuis le début de cette interview, on se focalise maintenant sur la fin de la saison régulière. Il y a eu une double confrontation contre Zug en un week-end, une super victoire à domicile, un 6-2 de tête comme ça, et puis ensuite une courte défaite à la Bossart Arena, et puis ensuite c'était un petit peu, pas le blackout, mais il y a eu on ne peut pas parler de démission, mais il y a eu un coup de moins bien dans ces 5-6 derniers matchs. Est-ce que tu peux l'expliquer? Est-ce que tu as maintenant des éléments pour justement mettre des mots sur ce qui s'est passé? Ben, c'est sûr que c'est plus facile aujourd'hui de dire ce qui s'est passé un petit peu, même si tu n'as pas toujours le pourquoi du comment. Mais je pense déjà à cette double confrontation, j'avais mis beaucoup de pression aux gars, beaucoup poussé pour qu'on performe parce que pour nous, c'était measuring stick, on dit en anglais. C'est pour voir où on est par rapport à cette équipe-là. Gagner à la maison haut la main, perdu là-bas, on aurait très bien pu gagner ce match-là. Donc, je pense qu'après ça, les émotions sont beaucoup retombées. Si je ne me trompe pas, Zug aussi a suivi, perdu 3 ou 4 matchs de suite après notre confrontation. Donc, c'était quand même drôle d'analyser que ces deux équipes-là tombent un petit peu. Par la suite, vraiment, je crois qu'on a levé le pied un peu. On était sûr de finir top 3 pratiquement. Donc, on est des humains, on n'est pas des robots. C'est dur de pousser tout le temps. À un moment donné, les gars, ils se disent, ouais, écoute. Donc, voilà, je pense qu'on a levé le pied, puis on était un petit peu satisfait de notre situation. Et puis, comme je l'ai dit, c'est dur d'être au taquet à tous les jours aussi. Donc, je l'ai dit, les gars, t'as beau répéter, t'as quand même à l'arrière-pensée que, écoute, il ne faut pas se faire mal, on va jouer au play-off, on est sûr d'être dans une bonne position. Donc, je pense qu'on aurait vu une équipe différente si on avait été en 9e position puis se battre pour la 8 ou 7 ou 6e place. Donc, je pense qu'on a montré cette réaction en play-off aussi. Hein. On avait, tout le monde me posait beaucoup de questions avec ces 10 défaites de suite. Est-ce que tu étais inquiet? Oui, un petit peu, mais je peux vous garantir que les gars, ils vont se regrouper et on va montrer un autre visage. Est-ce qu'on peut... excuse-moi, Jean-Philippe. Est-ce qu'on peut, Vas-y, Christian, vas-y. peut-être
faire un lien avec la pause olympique ou comment vous avez géré une pause olympique. Vous étiez au top au moment où est-ce que les activités se sont arrêtées pendant 3 semaines. C'est une très longue pause pour une équipe. Tu as certains joueurs qui sont partis représenter leur pays, d'autres qui sont restés en Suisse. Le niveau de fatigue, de repos, comment on gère tout ça? Est-ce que ça a été ça peut-être un point tournant ou un point négatif à gérer? Je pense pas que ça a été négatif parce qu'après la pause olympique, on était très bien avant cette série de 6 défaites. Donc non, je pense pas. Pour moi, c'est important qu'il y ait une coupure. Parce qu'il fallait ça. Tu ne peux pas être un mois à s'entraîner ici et là. Pour moi, je suis un amateur. Je crois en ça, d'avoir une coupure d'une semaine, 9-10 jours. Et puis après, quand on revient sérieusement, puis on retravaille les points, se remémorer où on était et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc, on a fait cette coupure de, si je ne me trompe pas, 8 ou 9 jours. Et puis par la suite, on a recommencé à fond, une fois par jour. Et puis, j'ai redonné quelques congés ici et là à travers, là, mais j'avais besoin. Le point clé pour moi, c'était de recharger les batteries pour le dernier stretch de la saison, et donc physiquement et mentalement. Si on parle encore un peu de cette fin de saison régulière, ça a modifié le classement, ça a aussi modifié l'adversaire en quart de finale. Est-ce que tu penses que la fin de la saison et les playoffs auraient pu être différents si vous aviez été dans la peau du leader avec Lugano comme premier adversaire, par exemple? Chaque adversaire que tu affrontes, ça va jouer d'une manière différente. Donc, on se dit aussi, c'est sûr que au lieu d'affronter Zurich, tu pourrais affronter une autre équipe si tu avais été plus haut. Ben, peut-être tu aurais préféré ça, mais à la fin, si tu veux gagner, si tu veux être champion, tu dois battre tout le monde. C'est tout le temps le même message. Donc, je crois vraiment qu'on a tout donné ce qu'on avait à donner. On n'est pas encore au niveau d'un Zurich ou d'un Zug présentement en play-off. Et puis, voilà, il faut se rendre à l'évidence, il faut être honnête. Et puis, on travaille là-dessus pour éventuellement rattraper ces équipes-là dans les années à venir. Mais il faut comprendre aussi qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as plus 400 équipes qui aspirent pour le titre. Tu en as 10, tu en as 11. On a tous les mêmes buts. Tout le monde a l'objectif de finir top 6 et de ne pas jouer les pré-playoffs. Donc, ça a bien changé depuis quand je jouais, depuis 10 ans, depuis 5 ans. Tout le monde s'améliore. La saison prochaine, bien des équipes qui n'ont pas réussi vont s'améliorer aussi. Donc, ça va être encore plus serré. D'ailleurs, quand tu parles de pré-playoff, tu penses quoi de cette adaptation de formule qui était d'abord quelque chose pour contrer la pandémie, puis là, maintenant, ça s'est inscrit un petit peu dans la durée? C'est bon et c'est cruel en même temps. C'est bon pour les amateurs parce que tu as plein d'équipes qui aspirent jusqu'à la fin à pouvoir jouer ces pré-playoffs puis créer la surprise pour se rendre en quart de finale. Puis c'est très cruel pour l'équipe qui, disons, finit 15-20 points d'avance sur le 10e et qui d'habitude devrait être qualifié en play-off, mais qui ne l'est pas. Et pour quelconque raison, tu ne passes pas par la suite parce que, disons, de malchance, tu perds le premier match, ça joue sur des riens. Hein, ça va tellement vite une série. Donc, c'est cruel là-dessus aussi pour un coach ou un directeur sportif qui a bâti son équipe. Et puis, pour une quelconque raison, tu perds un match, puis après, tu es sous pression, puis ta saison s'écroule. Tu as quand même 50-52 matchs pour bâtir ton équipe, puis tout s'écroule en 2 matchs. C'est cruel, mais en même temps, c'est très excitant pour les amateurs. C'est ce qui a failli coûter une place en play-off à Lausanne, qui finalement s'est retrouvé contre vous en quart de finale, un duel 100% roman avec des patinoires pleines. Comment tu as vécu ce duel-là, Christian? Ben, c'est beaucoup d'attentes, très excitant, beaucoup de pression. Hein. Lausanne, on sait que c'est une équipe qui investit beaucoup d'argent depuis quelques années pour viser le titre aussi. Donc, très belle équipe de hockey. Ça a été un immense challenge pour nous. Ça s'est joué à des riens. Je le répète, mais ils auraient très bien pu gagner cette série. 3e overtime ici, c'est nous qui gagnent. Si eux gagnent ce match-là, ils retournent à la maison. Il aurait pu avoir un scénario différent. Donc, il y a quoi? 3 matchs sur 5 en prolongation aussi. Donc, ça s'est joué à des riens. Puis, tant mieux pour nous. On était capable de faire la différence sur quelques phases de jeu. Et puis, mais voilà, ça s'est joué à vraiment des riens. Puis, c'était l'équipe la plus hot depuis Noël. Donc, c'était un gros morceau. Je pense que, Jean-Philippe, tu me laisses revenir quand même sur le match marathon que vous avez joué.
Un très long match. Comme entraîneur, comment tu gères l'équipe, comment tu gères les énergies de tout le monde et le lendemain, est-ce que c'est un congé? Est-ce que c'est un entraînement plus mollo? Comment on fait? Parce que c'est quand même 2 matchs en un soir, là, presque que vous avez joué. C'est 6 périodes. Oui, exactement. Ça a été spécial. Ça a été un match magnifique. On était du bon côté, donc c'était magnifique. Je pense que Lausanne n'aurait pas même avis là-dessus, mais non, ça a été très prenant physiquement moi-même. J'étais crampé en fin de match. Donc, les joueurs. Tu sais, des joueurs qui ont joué pratiquement 40 minutes là, de temps de glace, c'était quand même extraordinaire. Donc, tu essayais, tu te dis à un moment donné, plus risque, ça va finir. Il était minuit 25, 24, puis on a marqué le dernier but. Et puis, tu sens les gars fatigués. Puis, c'est drôle parce que je disais à Reto Berra, je dis Reto, comment ça va? T'es fatigué? Tout. Il dit Christian, c'est le contraire. Les gars sont fatigués, ils sont moins. Leur shoot est moins précis, peut-être un petit peu moins fort, donc, parce que les gars commencent à être fatigués. Donc, c'est drôle, mais pour les gardiens, pour lui, il avait l'impression qu'il voyait les pucks plus gros qu'avant. Donc, tu te dis, purée, ça finira jamais si c'est comme ça. Mais voilà. Heureusement pour nous, on était capable de trouver une manière de gagner. Puis, c'était un match qu'on va se mémorer longtemps. Le lendemain, j'ai donné congé aux joueurs parce que ça ne fait pas de sens. Il y en a quelques-uns qui sont venus qui n'avaient pas joué énormément, mais sinon, je te dirais que 90% des gars ne sont pas venus à la patinoire. On te connaît comme un coach relativement calme sur le banc. Il y a ton chewing-gum qui prend cher assez souvent. Et puis là, à la fin, sur le but de Kylian Motet en prolongation qui vous qualifie pour la demi-finale, ça a été l'explosion. Et de ton côté aussi. C'était cette pression qui pouvait enfin sortir. Oui, ben les gens qui me connaissent vraiment ne me reconnaissent pas derrière un banc. Parce que je suis un peu hyperactif, un gars qui bouge sans cesse, donc ils me disent purée, t'es très calme, mais voilà, t'as pas le choix en tant que boss de montrer, tu peux pas faire n'importe quoi derrière un banc, sinon ton équipe est beaucoup à l'image du coach, je trouve. Donc je me suis aussi calmé, ça fait 3 ans maintenant, je me gère beaucoup mieux. Et puis, mais c'est sûr qu'à la fin, quand tu gagnes une série comme ça, avec toute la pression, ben, tu laisses juste exploser, puis tu es juste toi-même. Donc, mais non, je suis un gars qui est assez énergique, assez émotionnel. Je suis une personne qui est très émotionnelle. Et puis, ben, quand j'arrive derrière le banc, je dois être posé, pour aussi parler aux arbitres. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi. Lancer des gourdes, par exemple. Entre autres. Non, il y a eu cette victoire contre Lausanne et puis il a fallu se remettre dedans assez rapidement parce qu'ensuite, c'est Zurich qui est arrivé, un autre gros calibre du championnat, très gros même, qui a eu de la peine à se mettre en place et qui finalement a trouvé son meilleur rendement dans les moments clés des 3 premiers matchs notamment. Là, je pense que une équipe comme Zurich, je l'ai dit depuis le début de la saison, pour moi, c'était une des meilleures équipes sur papier. C'est une équipe qui joue le titre à chaque année. Ils vont chercher des gars comme Malgin, André Ghetto. Ils ont 7 étrangers, 8 étrangers à disposition. On va chercher un gardien étranger. Tu fais jouer Ludovic Weber en demi-finale contre nous, tu gagnes avec lui, tu remets l'étranger en finale, ça n'a pas de différence. Donc, ça montre quand même que je ne veux pas dire que c'est un autre calibre parce qu'on jouait avec eux les yeux dans les yeux, mais à la fin, c'est toutes ces choses-là. La profondeur de banc fait une énorme différence. Nous, on n'avait pas vraiment cette chance de pouvoir faire alterner ou de pouvoir. Ça ne joue pas de changer l'alignement, c'était difficile pour nous. Donc, c'est simplement la vérité, puis c'est comme ça. Et puis, comme je l'ai répété, les 2 meilleures équipes, les 2 équipes qui ont plus de profondeur se sont retrouvées en finale. Mais quand même, vous étiez, excuse-moi Jean-Philippe, quand même, vous étiez très près des victoires, là, parce que quand tu perds 3 matchs en prolongation, autant tu peux tirer de l'arrière 0-3 que tu peux mener 3-0. Vous étiez dans les matchs, vous n'étiez pas surclassé par Zurich dans les 3 premiers actes, mais quand tu perds 1 match, 2 matchs, 3 matchs en prolongation, mentalement, là, dans le vestiaire, est-ce que c'est difficile de garder confiance? Est-ce que c'est difficile de ne pas justement perdre cette confiance en nos moyens en se disant dans les moments clés, on n'est pas capable d'aller chercher le fameux but qui nous manque? Oui, c'est dur. C'est dur parce que faut le vivre.
Regardez Zug, en finale, ils perdent 3-0, mais ils n'ont pas perdu cette confiance. Ils se disent que ça prend juste une petite étincelle pour pouvoir retourner la situation. On n'a pas été capable de le faire. Le deuxième match ici à la pardon, le troisième match ici à la maison, on gagne jusqu'à la fin. On trouve une manière de perdre en prolongation. Pénalité qui n'est pas appelée pour nous, bang, ils scorent là-dessus. Donc, tu sais, c'est des petites choses comme ça. Mais quand ça ne tourne pas de ton côté, c'est parce qu'à un moment donné, je dis que tu n'es pas dû, c'est que il te manque un petit quelque chose à quelque part. Donc, comme je l'ai dit, je le répète, l'année passée, on a appris notre série contre Genève. Ben, l'année prochaine, il faut apprendre de notre série contre Zurich et pourquoi on n'a pas réussi. Ben, notre powerplay n'a pas été extraordinaire. Les moments clés, les fins de match, les débuts de tiers, les troisièmes périodes, c'est des choses, quand tu mènes avec 2 minutes à faire, quand tu as un powerplay qu'on doit marquer un goal, il faut que tu performes. On n'est pas encore rendu là. On a fait un pas en avant, il faut en faire un autre, mais ça prend du temps, ça prend de l'investissement, ça prend des bons joueurs, ça prend de l'expérience, ça prend plein de choses ensemble, puis ça ne se fait pas en une année. Quand je le dis que ça fait 7 ans qu'on n'a pas gagné une série, on a gagné notre première cette année, tu ne te rends pas en finale du jour au lendemain comme ça. Ça prend du temps, mais une personne qui a joué, on le sait, j'ai passé par là aussi. Regardez Zug, combien de temps ça a pris avant qu'ils soient champions. Ils ont été en finale, quoi, 2, 3, 4 fois, ils ont perdu. Ils ne sont pas découragés, ils ont rajouté, ils ont ramené, ils ont amélioré leur équipe, ont été chercher d'autres pièces du puzzle qui a fait qu'à la fin, ils ont gagné. Mais ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. Une des pièces du puzzle, hein, comme tu dis, du côté de Fribourg, qui a été hyper importante cette saison, c'est Chris Di Domenico, top scorer en playoff également. Et puis, on t'avait un petit peu dit au moment où il avait été signé, attention, c'est un homme difficile à gérer, etc. Oui, il a du talent, etc. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. C'est quoi la recette, Christian Dubé, pour faire façon d'un joueur comme Chris Di Domenico? Je pense qu'il y avait un respect mutuel entre les deux. Donc, je respectais Chris. Il a fait de belles choses dans cette ligue. Il a joué en NHL aussi. Je pense que Chris me respectait en tant que joueur aussi. Il a vu que j'ai été quand même capable de jouer au hockey aussi un petit peu. Donc, je pense qu'il y avait un respect là-dessus. Je pense que la manière tu parles aux joueurs, tu es honnête. Quand Chris est arrivé, je l'ai rencontré déjà avant de le signer, c'est clair. Et puis, j'ai dit, regarde, je ne te ferai pas de cachette. Que tout le monde me dit que tu es un gars très compliqué à gérer, très bon joueur de hockey, mais compliqué à gérer. Je n'accepterai pas ça chez nous. Ça, c'est clair. Pour moi, j'ai besoin de toi sur la glace et pas sur le banc de pénalité. Donc, après, au camp d'entraînement, la première année, ça prend un petit peu de temps à le connaître. C'est un gars qui est quand même assez introverti, hors glace, pas dans le vestiaire, mais avec les coachs. Donc, ça m'a pris du temps à le connaître. Et puis, après les playoffs l'année passée, on a mis vraiment les choses au clair. Puis cette année, il a eu sa meilleure saison en Suisse. Ces deux saisons chez nous, ça a été ses deux meilleures en Suisse. Donc, ça montre que le gars, il avait à cœur de bien faire ici et puis nous respectait, nous les coachs. Et puis, honnêtement, durant les playoffs, il est passé proche de nous coûter la série contre Lausanne. Et puis, on a mis les choses au clair. Prolongation, hein. Exactement. Donc, la recette, c'est d'être honnête avec lui et de lui faire comprendre que, regarde, Chris, on veut gagner aussi, on s'investit en tant que personne. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu as 22 coéquipiers à côté. C'est pas ton équipe à toi. On était une partie importante de l'équipe. Mais l'équipe prime en premier. Donc, il l'a très bien compris, puis il est extraordinaire. Il est extraordinaire. J'ai adoré le coacher. Je le coacherai encore sans problème. Mais des fois, il faut que tu le remettes à l'ordre un petit peu. Et puis, il va s'en aller à Berne. Il y a d'autres éléments. Tu as parlé de Sorensen qui va amener beaucoup de vitesse, de la Rose. Il y aura Vainio derrière. Est-ce qu'on va avoir un Gauthieron différent dans la façon de jouer de celui qu'on a vu cette saison dès septembre 2022? Je pense que Fribourg-Gotteron a quand même une certaine identité avec nous qui coach. On a une équipe qui est émotive, une équipe qui est, je pense, qui est quand même assez spectaculaire, mais j'aimerais qu'on soit un petit peu moins des fois, dans le sens qu'il y ait moins ces up and down, comme on dit. Je pense qu'on s'est beaucoup amélioré là-dessus, mais on va être quand même une équipe qui joue sur la rapidité, qui, quand on a le puck, on veut être dangereux, agressif. Et puis l'arrivée de Sorensen, de Christophe aussi, va nous aider dans ce registre-là. Donc, après, tu ne changes pas l'ADN d'une équipe non plus. On est comme ça. Et puis, c'est ce qui fait notre force. Il faut jouer là-dessus. Et vous avez également signé Jacob Delarose. Moi, je l'ai vu beaucoup jouer en Amérique du Nord. C'est
un joueur de centre qui était caractérisé défensif, très responsable, un bon gabarit. Est-ce que c'est le profil que vous cherchez ou vous espérez peut-être avoir un peu plus d'offensive de sa part? Non, c'est le profil recherché, un peu comme Marcus Kruger à Zurich. Je pense qu'il a montré son efficacité en playoff. Si je regarde Jacob à Firestad, sont en finale présentement, exactement ce rôle-là. Il va être capable de marquer une fois de temps en temps, mais surtout nous apporter de la solidité au centre. J'aime bien voir ma ligne du centre qui est solide. Tu regardes les équipes qui gagnent, vraiment solide au centre. Si tu prends Jacob, David Desharnais, Sandro Schmidt, Samuel Valser la saison prochaine, je pense on est bien dans ce département-là. Je sais que c'est pas un gars qui. Je m'attends pas à 40 points de but, mais je m'attends vraiment quand il est sur la glace qu'il fasse la différence aussi physiquement. C'est un gars qui finit ses checks. C'est un gars qui en veut. Son but éventuellement, c'est pouvoir retourner en Amérique à un moment donné. Donc, il va en vouloir et puis il veut montrer, je pense, qu'il a tout pour retourner là-bas. Il a déjà joué avec David Desharnais, avec le Canadien de Montréal, au début de sa carrière en Amérique du Nord. Est-ce que tu as une discussion dans ce cas-là avec David pour connaître un peu mieux la personne en plus du joueur? Oui, totalement. J'ai parlé avec David. David l'a beaucoup aimé. Déjà un bon kid. Et puis, donc, il me l'a recommandé tout de suite. David avait parlé avec Jacob aussi quand il était aux Olympiques. Ils étaient cette année au mois de février. Donc, puis je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi Jacob il vient à cause de David. Sorensen aussi, ils se connaissent bien. Donc là, on est très content. Comme je le répète, ce ne sera pas un gars qui est flashé. Et puis, ce n'est pas un Chris Di Domenico, pas du tout, mais je ne recherchais pas ça non plus. Puis là, on parle des étrangers de la saison prochaine. 5, 6, 7, on en est où du côté de Fribourg? Est-ce qu'on continue de chercher? Ben 7, non. On n'a pas le budget pour 7. On a de la peine à avoir le budget pour 6. Donc, vous devez comprendre déjà qu'on a le cas Yannick Eren à régler. Yannick qui espère trouver une solution. Donc, on n'a pas non plus de budget pour le 6e présentement. L'organisation est en train de faire les comptes de la saison. Donc, je ne suis pas pressé. Je sonde le marché, mais il n'y a pas de discussion avec personne pour l'instant. Mais je vais aller dans ton le chat. idée, là, tu as déjà deux défenseurs étrangers, un centre responsable, un ailier très, très rapide, avec un deuxième centre responsable avec David Desharnais. C'est quoi c'est l'opportunité qui va faire ta décision, ou bien tu as vraiment un profil et puis ma foi, s'il n'y a pas, il n'y a pas? Non, j'aimerais avoir un gars qui est capable de éventuellement jouer sur le powerplay, marquer un marqueur. Donc, c'est le profil que j'aimerais rechercher. Je pense qu'il n'y a jamais trop de gars qui sont capables de mettre le puck au fond. Mais encore là, déjà, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui parce que je ne sais pas si je vais avoir un budget pour un 6e. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune tractation. Ben, dans le chat, il y a justement des questions sur la Légion étrangère. Il y a Rodrigo qui mentionne que beaucoup d'équipes prennent actuellement des joueurs étrangers de KHL. Il y a également la NHL, évidemment, qui est encore en play-off. Les contrats, les agents libres vont être à partir de juillet. Tu ne sais pas encore si tu as le budget pour le 6e étranger, mais si tu avais le budget en date d'aujourd'hui, est-ce que tu attendrais de voir les opportunités peut-être des joueurs en Amérique du Nord, des joueurs qui ne signeront pas nécessairement en KHL, ou si tu te presserais à aller chercher ce 6e étranger? Ben, je ne me presserais pas, mais il faudrait qu'il y ait le bon profil. Je suis tout le temps un amateur. Si j'ai le bon profil, je vais aller avec. Vous voyez que je pense depuis quelques saisons que je suis un directeur sportif qui signe mes étrangers assez tôt. Je n'aime pas être à la dernière minute, faire mes emplettes à la dernière minute, je déteste ça. Donc, quand j'ai quelqu'un qui me plaît, ben, j'essaye d'aller de l'avant et de pouvoir le signer. Donc, cette année, j'avais signé mes gars assez tôt. Seulement Jacob que j'ai signé plus tard parce qu'il voulait attendre les Jeux olympiques. Mais donc, encore là, si j'ai un budget et j'ai un profil qui me plaît, ben, je vais aller de l'avant, puis sinon, on va attendre. Il y a également dans le chat des questions de Fabrice. À quand une prolongation du coach? Est-ce que c'est le directeur sportif qui ralentit la signature du coach? Le directeur sportif n'est pas convaincu du coach actuel.
déjà, on s'est assis, discuté un petit peu, donc on va voir dans les prochaines semaines où on en est. C'est sûr que vous devez comprendre que le job de directeur sportif, on pense déjà à l'avance sur des fois plusieurs saisons. Donc, je suis déjà en train de regarder pour la saison 23-24. Donc, je pense que c'est assez important que la personne qui va construire cette équipe-là, elle soit en place. Donc, que ce soit moi ou non, je pense qu'il faut que tranquillement, il y ait des discussions. Il y a Nathalie également dans le chat qui te dit merci pour la belle saison passée. Richard demande, comme il y a des contrats qui vont se terminer en 2023, est-ce que tu prévois beaucoup de changements ou si tu préfères garder la plupart des joueurs continuer dans la même lignée? Je pense qu'on voit que depuis quelques saisons, il y a une continuité dans l'équipe. Tu dois toujours essayer d'améliorer l'équipe, c'est mon but. Donc, présentement, avec la saison qu'on a eue, déjà, on n'a pas énormément de changements pour la saison prochaine. Donc, il y a des gars qu'on priorise de chez nous, qu'on veut tranquillement discuter. Je pense qu'il y a eu des belles saisons de certains joueurs, donc on va tranquillement commencer à discuter avec ces gars-là. Mais par la suite, avoir la saison qu'on va avoir. Donc, on espère encore une fois qu'on ait la même saison meilleure et puis par la suite que l'équipe ne change pas beaucoup. Je pense que c'est ce qui fait aussi une force de notre équipe présentement, c'est qu'on a une continuité, on a ce noyau de joueurs de 7-8 qui connaissent le staff, qui connaissent l'équipe, l'organisation, et puis ça amène une certaine tranquillité, une certaine confiance. Georges-Henri demande comment tu vois le futur à moyen ou long terme à Fribourg avec Sandy Janin comme chef de la formation? Sandy est à nouveau dans ce job cette année, donc beaucoup de choses à apprendre. Il se rend compte aussi qu'il n'y a pas que l'aspect sur glace, mais beaucoup hors glace, beaucoup de choses à gérer avec les parents des jeunes, avec aussi les partner teams qu'on a à gauche, à droite, les labels. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail bureau aussi à faire. Mais je pense que Sandy a aussi remarqué déjà beaucoup de choses, hein, et puis va améliorer lors des prochaines saisons. Donc, Sandy, aussi, ça a été un grand joueur, hein, joué l'équipe nationale, capitaine, donc il a des excellentes idées. Et puis c'est un gars aussi qui sait ce qu'il veut. Donc cette année, c'était sa première année, puis je pense qu'il va aller en progressant, puis il va vraiment amener ses idées dans les prochaines saisons. Il y a Vladi qui renchérit en demandant si déjà il y a des joueurs élites là, qui sortent un peu du lot, qui devraient être à surveiller à moyen terme pour l'équipe de Fribourg-Gotteron en National League. Bon, l'année prochaine, on a Gaétan Jobin qui est sous contrat, on a Dominique Bignas qui arrive, qui était en élite il y a 2 ans, qui était dans junior l'année passée, puis qui a joué à Turgovie, très belle saison. Par la suite, on a Loïc Gallet, qui est encore d'année junior, qui va jouer à Winterthur, il va être notre 3e gardien. Puis par la suite, comme cette saison et l'année passée, on a 7-8 juniors élites qui s'entraînent avec nous tous les jours. Donc, on fait une rotation, et puis après, c'est au gars de performer. C'est sûr que il faut se rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, la différence entre les juniors élites ou les U20 élites et la Ligue nationale, il y a un sacré step. Donc, c'est très rare au jour d'aujourd'hui de passer de U20 élite à National League direct. Donc, souvent, tu passes par soit la MySports ou tu passes par la Swiss League. Donc, c'est ce qu'on a fait. Cette année, on avait mis quelques joueurs en Swiss League. On a des gars comme aussi Kevin Nicolet qui est en Suède. Ça se peut qu'il retourne en Suède aussi. On a des gars en Amérique aussi. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. La complexité de Fribourg aussi est qu'on est une équipe qui veut gagner. Tout le monde parle de vouloir gagner un titre. Donc, la formation aussi, c'est pas simple. Tu as la pression de gagner à chaque soir. Il faut comprendre que quand tu formes les jeunes, ils vont faire une erreur ici et là. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas brûler les étapes. J'adorerais avoir 5-6 U20 qui jouent avec nous chaque soir. Présentement, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'ils passent par d'autres ligues, par éventuellement d'autres équipes, puis arriver chez nous, puis être vraiment prêt pour faire ce step. Quand tu parles de ça, là, donc le parcours, est-ce que tu pousserais des juniors suisses à plutôt aller s'aguerrir dans les championnats suédois ou en junior majeur, voire en OHL, enfin, etc., plutôt que de jouer ici en U20, si ils ont le niveau?
Oui, mais bon, là, l'U20 et la Ligue canadienne n'est pas à comparer. Je veux dire, tous les meilleurs joueurs U20, leur but, c'est d'aller jouer en Amérique. Pourquoi? Parce que déjà, tu as une meilleure chance d'être drafté. Tu as des scouts qui sont là à tous les matchs. Tu joues devant 2, 3, 4, 5, 10 000 personnes. Tu étais déjà un pro. Je l'ai vécu. Regardez Théo Rochette qui est là-bas. Plein de joueurs qui sont là-bas. C'est pas à comparer. Donc, si tu as une chance de pouvoir aller jouer en Ligue canadienne, il faut que tu y ailles. Je veux dire, c'est une expérience de vie aussi d'aller vivre à l'extérieur, d'apprendre une autre langue, de jouer devant les médias, des entrevues. Après tous les matchs, jouer à la télévision. Même en Suède, c'est un autre niveau. On a eu Sandro Schmidt qui était là, on a eu Timothée Chalard qui était là, on a Kevin Nicolet qui était là cette année. C'est un niveau différent. Donc, c'est sûr que si nos bons jeunes, s'ils ont la chance de vivre une expérience comme ça, on ne peut que le recommander. Et puis, si on parle de Swiss League, hein, c'est un step intermédiaire pour s'aguerrir contre des joueurs adultes, est-ce qu'il y a forcément des partenariats à faire avec un club ou plusieurs clubs pour justement avoir des places pour ces U20 prometteurs? Oui, on voit qu'avec Zug, hein, ça fonctionne super bien avec leur académie, avec Zurich depuis de nombreuses années. Donc, nous, on n'a pas de club partenaire comme tel. On place nos joueurs à gauche et à droite. On veut essayer d'avoir un partenariat éventuellement avec une équipe pour la saison prochaine qui nous permettrait de mettre des U20, nos bons U20 chez eux. Donc, on est en train de finaliser cela. Un poil trop tôt pour en parler, donc dommage. Christian, évidemment, la prochaine étape, c'est les championnats du monde. Tu vas d'ailleurs te rendre en Finlande. Il y a Vladi qui demande que pensez-vous de la non-sélection de Kylian Mottet en équipe nationale? C'est sûr que c'est un... chaque coach, tu as une idée de où tu vois tel joueur. Je pense que Kylian, c'est un joueur offensif, pour être honnête. C'est un gars qui doit jouer sur le power play, doit jouer sur les unités spéciales. Si le coach ne pense pas l'utiliser là, ne voit pas l'utilité d'avoir un gars comme ça dans ton équipe. C'est un gars qui doit jouer top 6, qui doit jouer offensif. Donc, c'est sûr qu'avec l'arrivée des gars de NHL, c'est pas simple. Et puis après, si Patrick Fischer choisit telle ou telle voie, c'est parce qu'il croit en ça. Donc, on a tous une opinion peut-être différente. Peut-être si j'étais coach, je le ferais différent probablement. Mais tu dois respecter ça. Et puis à la fin, il faut qu'il y ait des résultats. Quand tu es coach, tu dois réussir à retirer le meilleur de ton équipe puis de montrer que ta sélection était la bonne. Donc, je ne peux pas vraiment juger la non-sélection de Kylian. Est-ce que j'aurais fait la même chose? Peut-être pas. Mais Kylian, s'il avait resté là-bas, devait être utilisé comme élément offensif. Je vais prendre une dernière question avant de conclure dans le chat. C'est Nathalie qui voulait savoir, est-ce que le choix du costume pour le premier match de la saison est déjà fait? Oh, tu sais que tu vas avoir une fan attentive pour voir comment tu seras vêtu pour ce premier match. Là, c'est intéressant. J'aime bien que les gens portent attention à ma tenue vestimentaire. Je pourrais remettre le costume de Noël il y a 2 ans de Mario Bros avec les champignons. Non, je n'ai pas encore pensé à ça. J'ai encore un petit peu de temps, donc je vais réfléchir, mais toute suggestion est bonne. J'espère que l'appel sera entendu s'il y en a qui veulent t'envoyer des habits sur mesure et spectaculaires. Avec plaisir. 50 ma taille, si jamais. Voilà, le message est passé. La commande est faite. Nathalie, d'ailleurs, qui était une très grande fan de celui de Noël, elle vient de l'écrire dans le chat. Jean-Philippe, merci d'avoir été avec nous. Christian Dubé, ce fut un réel plaisir de passer ces 45 minutes avec toi et discuter de cette saison de Fribourg-Gotteron. Évidemment, on va te souhaiter un magnifique été et beaucoup de succès pour la prochaine saison avec ton équipe. Merci à vous de m'avoir accueilli dans cette interview intéressante. Merci également à tout le monde sur le chat. Vous avez été nombreux à nous suivre et à nous écrire des questions. Cet épisode sera disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud et Spotify et Facebook
dans l'après-midi pour le revoir en intégralité en rediffusion. Merci encore et bonne fin de journée à tous. Bye bye. Ciao, bye bye.